C'est bon, c'est parti. C'est bon? Oui, Eh bien, bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver pour ce cycle de webinaires au titre de cette année 2023. Je vous souhaite au nom du groupe Tijari Wafa Bank et de marché des entreprises et son partenaire Euroquity BPI France la bienvenue à ce nouveau rendez-vous digital qui, au fil du temps, est devenu un événement un peu incontournable. Et donc, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ben, je suis Kamel Deby et j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer, animer ce webinaire. Nous reprenons donc, comme ce que j'ai dit, ce rendez-vous de partage. En principe, pour cette année, nous prévoyons une dizaine, donc c'est le premier. Nous ouvrons le bal avec ce webinaire du 21 février, donc le présent. Je vous rappelle que au titre de l'édition 2022, nous en avions tenu 9 webinaires qui étaient quasiment tous collés finalement à la réalité économique et financière sur plusieurs thématiques. On a parlé de transformation, de supply chain 4.0, de supply chain un peu intelligente au niveau arrimé aux écosystèmes et donneurs d'ordre. On a parlé aussi de ce qu'on appelle la TE, la transition écologique et énergétique. Nous avons aussi parlé de la décarbonation, bien sûr. Nous avons aussi parlé de l'ESG, de la RSE, du credit management, de la protection des données. Donc, nous espérons continuer sur la même lancée. Donc, pour aujourd'hui, nous vous proposons donc un webinaire qui s'intitule La notation de crédit, un renfort dans vos démarches financières et commerciales. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi aujourd'hui? Je rappelle que nous sommes toujours dans une zone un peu agitée, une année 2022 qui est quand même une année assez compliquée avec une croissance, disons-le, molle. Hein. Selon le HCP, au commissariat au plan, nous avons donc arrêté la croissance à quasiment 1,2, 1,3 avec un niveau d'inflation de 6,7, un niveau de pluviométrie qui était quand même très bas pour 2022 et malheureusement nous sommes toujours sur ce trend en espérant voir mieux. Le Maroc est un pays agricole par essence, alors que l'encours des crédits a progressé de 8% au niveau des crédits aux entreprises et de 3% chez les ménages, mais ça se comprend au niveau, là, au moyenne. Pour l'année 2023, donc, selon toujours le HCP, nous espérons donc une reprise de la croissance à 3,3 avec un niveau d'inflation espéré aussi à 2,2% fin d'année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, nous avons quand même des retards pluviométriques, mais c'est un peu partout au niveau de la région. L'année 2023 devrait aussi catalyser un petit peu l'investissement global, puisque il y a enfin la mise en route de la nouvelle charte d'investissement couplée au lancement du fonds Mohamed VI, qui devrait donner laisser la part belle, pardon, à l'investissement privé. Et on l'espère, les premières briques de ce qu'on appelle le NMD, le nouveau modèle de développement, dont la trame a été présentée aux souverains depuis près d'un an et demi. Mais comme vous savez, l'actualité, vous avez une stratégie, mais vous avez une actualité qui est un peu difficile, comme les vagues, donc qui vous empêche de voir. Et donc, vous vous attelez déjà à l'actualité. Et donc, nous espérons que les premières briques de ce nouveau modèle de développement verront le jour bientôt. Alors, sur ce sujet de la notation ou rating, on dit que la notation permet de distinguer pardon, les entreprises qui seront à même de remplir leurs obligations à échéance déjà de 12 mois, ou qu'elle permet à une entreprise de se financer, d'être visible au niveau des radars. Comment moi, entreprise, nous laisserons le soin de le voir avec nos experts, bien évidemment, comment moi, entreprise, suis-je noté finalement ou raté chez les organismes financiers, les banques, les agences de notation? Correspond-elle à la perception des partenaires qui ont au niveau de mon entreprise? Y a-t-il des différences de notation d'une banque ou d'une agence de notation à une autre? Dans le cadre d'une notation interne chez les banques, comment y accéder? On va en parler avec Siradil Ouazani. Comment une agence de notation, le cas d'Inbonis avec Emmanuel Bonal qui est avec nous, je me fais le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, accompagne ces entreprises clientes?
Et puis la notation ou rating, est-ce qu'elle est figée? Sinon, comment la faire évoluer? Comment améliorer finalement ma notation? Y a-t-il un accompagnement spécifique au niveau des TPME ou ce qu'on appelle les ETI qui nécessitent plus d'efforts ou les sociétés qui viennent d'être créées? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui deux experts qui nous font la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, Emmanuelle Bonal, directrice commerciale chez Inbonis Rating, CAP dirigeante et Bonjour à tous. directrice. Bonjour, bonjour Emmanuel. Et Adil Ouazzani, qui est directeur risque management au sein de la gestion globale des risques, qu'on appelle la GGR, au niveau du groupe Tijari Wafa Bank, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, Bonjour. bonjour Zdéhadil. Comme à l'accoutumée, nous allons laisser réserver environ 40 à 45 minutes à nos invités, nos experts pour leur présentation, leur pitch, suivi d'un échange et d'un débat avec vous, d'un temps équivalent de 40 à 45 minutes. Mais vous, vous êtes aussi les experts. Je parle aux entreprises qui sont connectées avec nous. Vous vivez certaines choses, vous êtes plus sur le terrain. Donc, le pouls, vous le connaissez mieux que nous. Donc, n'hésitez surtout pas, échangez. Vous avez la chatbox, posez toutes les questions. Donc, nous nous ferons un plaisir de répondre dans la limite du possible au niveau de toutes vos questions. Je m'adresse à Emmanuel. Rebonjour Emmanuel Bonal. Bonjour. Merci beaucoup du plaisir que vous nous faites d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes front manager au niveau de directrice commerciale au niveau d'Inbonis, donc vous voyez les clients, vos clients, vos prospects, vous les accompagnez sur ce sujet de la notation qui est un sujet aujourd'hui borderline avec finalement il est dans tout ce que nous faisons, nous, avec les partenaires, finalement, au niveau financier, au niveau du marché, au niveau d'une chaîne de valeur, au niveau de comment se fait cet accompagnement et quelles sont finalement les leçons à tirer pour que nous puissions, nous, avancer sur cette notation et l'assimiler au niveau, surtout pour les entreprises. Emmanuel Bonal, je réitère mes remerciements et je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui au sein de cette première session de webinaire sur la notation de crédit. Je te rejoins tout à fait. La notation est un sujet central aujourd'hui et peut-être mal connu de la part de nos clients, en tout cas PME, ETI. Un petit peu d'histoire avant toute chose. Il faut savoir que l'industrie des agences de notation est une industrie qui a à peu près 60 ans et qui jusqu'alors était, et vous le voyez sur cette slide, était réservé, consacré, élitiste pour les grandes entreprises, les États, les banques, les établissements d'assurance, pour créer de la confiance de la part des investisseurs institutionnels et permettre à ces entités d'aller lever des financements sur les marchés de capitaux. Donc, c'était vraiment une industrie qui n'était pas du tout réservée aux PME et aux ETI, et pourtant qui est centrale parce que effectivement, et mon collègue tout à l'heure y reviendra, les PME et les ETI sont elles confrontées aussi à de multitudes de notations, les notations internes des banques, les notations des assureurs crédits, et c'est fondamental dans le coût du crédit qui est attiré aux entreprises, qui est distribué aux entreprises, dans la quantité de financement qui vous est également alloué, mais aussi dans vos relations commerciales pour créer de la confiance en votre entreprise et pour démontrer que vous pouvez tirer votre épingle du jeu, notamment, effectivement, dans un contexte perturbé qui va un petit peu de crise en crise, comme nous le connaissons maintenant depuis la crise Covid. Donc, qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tout cas chez Inbonis Rating, c'est que nous avons élaborer une méthodologie spécifique et réglementée qui permet aux PME et aux ETI d'avoir les mêmes outils que les grandes entreprises pour avoir une évaluation de leur qualité de crédit au regard de l'ensemble des partenaires financiers. Donc effectivement, nous on est une agence de notation effectivement régulée par l'Autorité européenne des marchés financiers et par la Banque centrale européenne.
Du coup, on travaille d'un côté pour les entreprises en direct, pour permettre à vous, en tant que dirigeant, de savoir comment vous vous situez au regard de cet écosystème financier, puisqu'on est le miroir, et j'y reviendrai plus tard, mais la spécificité des agences de notation, c'est que nous sommes obligés d'expliquer pourquoi, quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs qui nous ont amenés à vous attribuer cette note. Donc, la notation est systématiquement accompagnée d'un rapport qui va vous expliquer comment la place financière vous perçoit. Et de l'autre côté, on permet d'attirer la confiance des banques, des acteurs du secteur public et des investisseurs privés. Donc, effectivement, on travaille avec de nombreux groupes bancaires européens, avec BPI, avec des acteurs du secteur public, mais aussi avec des sociétés de gestion en dette privée, en capital investissement, en obligations convertibles, qui elles aussi ont besoin d'avoir cette visibilité-là pour leur permettre de vous accompagner en tant qu'entreprise au travers de différents fonds pour lesquels des investisseurs institutionnels investissent. Donc, effectivement, très rapidement, et je reviendrai un petit peu plus tard dans le détail, les avantages d'une notation pour une entreprise, c'est que la notation va vous permettre d'apporter une vision long terme de la qualité de crédit de votre entreprise et non pas de regarder uniquement ce qui s'est passé dans le rétroviseur. Donc, c'est-à-dire que la notation va au-delà des bilans qui sont effectivement le reflet de ce qui s'est passé sur les années précédentes dans votre entreprise, mais qui finalement n'intègrent pas les business plans, les atterrissages, le remplissage de votre carnet de commandes et toutes ces choses-là. Il faut savoir que les notations des agences de notation intègrent ces éléments-là. Elle va aussi vous permettre d'améliorer le niveau de dialogue, d'une part avec vos partenaires financiers, parce que les rapports de notation sont structurés et permettent d'apporter une documentation financière structurée auprès des partenaires financiers, mais également avec les partenaires commerciaux. C'est-à-dire que les grands comptes, les grandes entreprises, pour le coup, sont elles-mêmes notées par des agences de notation. Donc, si vous, en tant que PME ou ETI, vous apportez au directeur des achats d'une grande entreprise internationale une notation d'une agence de notation, ça va forcément leur parler. Et du coup, votre qualité de crédit va leur attirer une certaine confiance pour vous déléguer des marchés qui seraient importants au regard de la taille de l'entreprise, mais qui du coup, grâce à la notation, vont leur permettre de dire cette entreprise-là, elle est solide, elle va être en capacité d'honorer ce gros chantier que je vais lui attribuer. Et enfin, la notation, je vous le disais, une notation, son rôle, c'est de pricer et c'est de rationaliser un processus de décision. D'une part, en définissant la quantité de crédit qu'on va vous attribuer, mais surtout le coût qui va être alloué en face d'une note. Donc, le fait de comprendre ces notations et de savoir où on en est en termes de notation permet d'avoir des arguments pour pouvoir rationaliser et négocier ces financements. Alors pourquoi une agence de notation est plus bénéfique pour une entreprise qu'un scoring? Tout simplement, nous avons, si certains d'entre vous ont des filiales en France, il y a un organisme qui s'appelle le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Donc, ce sont les entreprises qui font entre 50 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires, hein. Et donc, nous faisons un observatoire semestriel de ces entreprises. Et en fait, on a démontré que les scorings automatiques qui n'intègrent que les éléments financiers des entreprises, du coup, notent et attribuent un score aux entreprises, aux PME, aux ETI notées, qui est inférieur à ce que apporte une notation qui, elle, va intégrer des éléments qualitatifs de positionnement de marché, de structure financière, de rentabilité, de gestion et de gouvernance. J'y reviendrai dessus, mais il y a un gros poids de la note qui est intrinsèque aux dirigeants, à l'actionnariat, à la gouvernance, à la façon dont sont prises les décisions dans l'entreprise, mais également qui intègre la qualité des données que nous transmet l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont les données à l'intérieur de l'entreprise sont pilotées. Et tous ces éléments-là qualitatifs vont faire varier le cran de la note de 1
à 3 crans de notation. Donc c'est pour ça que avoir une notation plutôt qu'un scoring est bénéfique pour une PME ou une ETI. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une notation de crédit? Donc une notation de crédit, il faut savoir que c'est une opinion à dire d'expert. C'est pas une analyse automatique de la qualité de crédit d'une entreprise où on la rentre dans un algorithme et où il y a un score qui sort. Pas du tout. C'est une opinion à dire d'expert qui est régulée selon une méthodologie régulée et réglementée qui va donner une opinion qualitative de la qualité de crédit de l'entreprise, c'est-à-dire de sa capacité à honorer ses engagements financiers à horizon 12 mois. Et cette opinion qualitative est basée sur l'analyse des risques, des fondamentaux de l'entreprise et non seulement sur la documentation financière. Et donc, les risques qu'on va regarder au sein d'une notation de crédit sont d'une part le risque lié à l'activité, avec l'étude du modèle économique, de la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire comment évolue son portefeuille client, si le portefeuille client est plutôt concentré, s'il est diversifié, s'il est international, à quel niveau il est international, mais également la concurrence, comment se situe l'entreprise par rapport à ses concurrents nationaux, à ses concurrents internationaux. Ensuite, on va regarder, donc le risque lié à l'activité va composer 30% du poids de la note. Après, on va regarder le risque financier avec la solvabilité, l'endettement, la rentabilité, les liquidités de l'entreprise. Là, on va regarder ça sur les 2 derniers exercices, mais aussi sur des tableaux de bord qui actualisent la situation de l'entreprise au moment où l'entreprise sollicite sa notation. Et également, on va intégrer son business plan, c'est-à-dire ses prévisions à 12, 3 ans, 5 ans, en fonction du pilotage de l'entreprise. Ça va représenter 40% du poids de la note et les 30% qui restent, donc ce qui n'est pas négligeable et ça, c'est intrinsèque, à la méthodologie d'une agence de notation pour PME et ETI. On va se pencher sur, l'actionnariat et la gouvernance. Parce que vous, en tant que dirigeant, c'est vous qui faites la singularité de votre entreprise, votre historique, votre track record, votre expérience, votre implication dans le business au quotidien, la façon dont vous êtes entouré, la façon dont vous prenez les décisions, ça aussi, la stabilité de votre management, ça aussi, c'est un indicateur fort de la qualité de crédit de votre entreprise et ça va représenter 30% du poids de la note. Ensuite, une fois que ces risques-là sont évalués, on va faire un ajustement à l'environnement macroéconomique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va regarder d'un point de vue géographique et sectoriel, qu'est-ce qui se passe et quels sont les facteurs positifs et négatifs qui peuvent influencer la décision finale de la notation. Alors, les étapes d'une notation. Donc, Inbonis, notre premier rôle, on est une entreprise à mission. Notre premier rôle, quand on a créé notre agence de notation, c'était de démocratiser l'accès à la notation de crédit pour les PME et des ETI. Donc, démocratiser, ça voulait dire jouer sur différents facteurs. Le premier, c'était le process. On est conscient que une PME, une ETI n'a pas les mêmes ressources internes pour se consacrer à cette mission de notation. Donc, le process de la notation est un process qui est extrêmement timé. Donc, le début de l'analyse va démarrer à partir du moment où l'entreprise nous transmet ce qu'on appelle des éléments du rating book, qui sont des éléments financiers, mais pas que. On va également demander des plaquettes commerciales, des business plans, les tableaux d'endettement à jour, un rapport d'activité s'il existe, quelles sont les stratégies de l'entreprise, les tendances du marché, toutes ces choses-là. Ensuite, on va mixer cette donnée transmise par l'entreprise avec des éléments venant de la data publique, c'est-à-dire des différentes bases de données auxquelles on est relié en tant qu'agence de notation. À l'aune de ces 2 premières sources d'informations, on va structurer un entretien qui va être très timé, que l'on va, cette structure d'entretien et ce trame d'entretien, on va l'envoyer au dirigeant qui, lui, va mobiliser les ressources en face qu'il veut allouer pour répondre à ces questions. Nous, notre objectif, c'est de refléter, d'être au plus près de ce qui se passe dans l'entreprise et de refléter au maximum sa qualité de crédit. Donc, si le dirigeant pense qu'il faut qu'il ait à côté de lui le DAF et le directeur commercial, ce sera les personnes qui seront autour de la table. S'il n'y a que le dirigeant, il n'y a que le dirigeant. Nous, on s'adapte. Et donc, du coup,
On a un entretien systématique, soit en visio, soit en présentiel avec l'entreprise, qui va durer en moyenne 1 h 30, mais qui peut être de 2 heures, de 3 heures, voire même des fois avoir 2 entretiens. On s'adapte à la taille de l'entreprise que l'on évalue, pardon, et du coup de façon à répondre à toutes les questions qualitatives des analystes. Et ensuite, tout ce process-là va prendre une dizaine de jours ouvrés. À l'aune de ces 3 sources d'information, on vous envoie le rapport de notation et l'entreprise a 24 heures pour signaler toute information erronée ou toute modification ou tout complément d'information qu'elle souhaiterait apporter aux analystes qui ont élaboré ce rapport. Donc là, je vous ai fait un parallèle. Alors, si certains d'entre vous ont des filiales en France, on a la plus grande agence de notation mondiale qui s'appelle la cotation Banque de France, qui cote de façon systématique les entreprises, mais qui, comme d'ailleurs les cotations internes des banques, sont des cotations qui sont non sollicitées par le chef d'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des notations que l'entreprise subit, puisqu'elles sont remises à jour à la main de la Banque de France, comme les cotations internes des banques qui sont remises à jour en fonction des éléments que vous allez transmettre à votre banque. Et donc, du coup, c'est une des fondamentales différences avec une notation d'une agence de notation. Il faut savoir que vous, en tant que dirigeant, la seule notation sur laquelle vous pouvez avoir la main et qui peut refléter de façon exacte la qualité de crédit de votre entreprise, c'est la notation d'une agence de notation, parce qu'elle va être effectuée à l'aune de la documentation que vous allez transmettre à l'agence de notation et au moment où vous en avez besoin. L'approche également est complètement différente, puisque nous revoyons nos notations à l'aune d'un échange systématique avec le management, qui va être une source d'information extrêmement importante pour nos analystes et qui va permettre de mettre en exergue tous les éléments positifs et tous les éléments négatifs de l'entreprise au regard de son secteur d'activité, à l'aune de l'expérience de la façon dont elle est pilotée par le management. Donc ça, c'est une approche qui est complètement différente également. Ensuite, nous, de fait, on va couvrir uniquement les entreprises qui souhaitent être notées, c'est-à-dire les entreprises qui nous sollicitent en direct, ou les entreprises qui vont être pour lesquelles les banques ou les fonds vont nous solliciter pour noter la contrepartie, parce qu'effectivement, nous, on est également mandatés par des partenaires financiers pour leur apporter, je dirais, une deuxième validation de leur vision de la qualité de crédit des entreprises. Et ensuite, surtout, et ça, je pense que pour vous, dirigeants, c'est fondamental, le rendu est complètement différent, puisque nous, on va vous remettre une note, un cran de notation, mais surtout un rapport de notation qui va mettre en exergue tous vos points positifs et toutes les vulnérabilités de votre entreprise au regard des différents risques que je vous ai évoqués en amont. Alors là, je vous prie de m'excuser, il y a une erreur. C'est la correspondance avec l'ancienne échelle Banque de France et la nouvelle échelle Banque de France. Tout ça, c'était pour vous dire que les agences de notation, leur modèle, leur notation, c'est pas des notations comme ça qui ne veulent rien dire. C'est effectivement, il y a des correspondances et c'est des choses qui sont régulées et timées. Donc le coût de la notation, c'est effectivement, là aussi, il fait part de notre régulation, hein. On est complètement indépendant et les coûts qui sont des rapports de notation sont indexés sur le coût de production engendré par ce dernier. Et donc notre grille de coûts est définie par différents critères de complexité qui nous donnent un coefficient. Et donc on va s'adresser à des entreprises qui font entre 2 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, en fonction du degré de complexité que vous voyez en deuxième partie, ça va nous donner des rapports de notation qui vont entre 5 à 20 000 euros pour les rapports de notation les plus complexes. Les avantages à recourir à une notation d'une agence de notation. Alors, pour le coup, j'ai préféré vous partager des expériences de clients. Donc, effectivement, un meilleur dialogue avec les partenaires financiers. Alors là, vous avez des citations de nos clients qui, pour le coup, la première année qu'il nous a sollicité, la notation était tellement dégradée qu'il n'a pas pu faire sa croissance externe. Mais l'avantage de la notation, c'est qu'effectivement, ça lui a permis
d'engendrer et d'entamer des dialogues avec ses partenaires financiers et de mettre des choses en place qui lui ont permis de du coup, d'améliorer ses notes derrière et du coup, ensuite, par la suite, de continuer la croissance de son groupe puisque les premières notations qu'on avait fait avec lui étaient des notations, quand il était au stade de PME. Aujourd'hui, il est au stade d'ETI et il se porte plutôt très bien. Ensuite, le deuxième retour d'expérience que l'on a de la part de nos clients, c'est que, vous l'avez vu, hein, on va évaluer au sein d'un rapport de notation un risque lié à l'activité, un risque financier, un risque lié à l'actionnariat et à la gouvernance. Donc finalement, le rapport de notation, c'est une évaluation à 360 de votre entreprise. Donc vous, en interne, ça sert d'élément de monitoring qui va être un élément de monitoring rapide et impartial pour affiner ces axes de progrès. Et en réunion interne, du coup, ça vous permet de pouvoir réajuster votre stratégie. Ça permet également de développer la relation client. Je l'ai dit précédemment, certaines PME ou ETI qui travaillent avec des grands comptes, ça servent effectivement pour développer leur business et démontrer leur capacité à maintenir, par exemple, dans l'aéronautique, des grandes sous-traitances avec des grands comptes parce que la notation parle au directeur des achats de ces grands comptes. Et enfin, ça renforce l'accès au financement bancaire et non bancaire. Alors là, pour le coup, c'était du financement non bancaire, puisque il y a un programme en France qui s'appelle le programme des obligations relance, où la notation est un des critères d'éligibilité. Pour les partenaires financiers, c'est éminemment, alors même si les banques ont leur système de notation interne, les rapports de notation des agences de notation sont considérés par tout le système bancaire comme une information fiable et utile dans leur process d'octroi. Donc du coup, c'est effectivement une documentation supplémentaire, transparente et reconnue par les partenaires financiers, qui permet évidemment de catalyser leur prise de décision, puisque une bonne partie de l'analyse crédit est déjà réalisée. Donc, ça leur permet d'être plus focus peut-être et d'avoir plus de points d'attention sur certaines vulnérabilités, mais au moins, ça permet de rendre le process plus efficient et donc pour vous de gagner du temps dans vos process d'octroi. Et enfin, dans de nombreux dispositifs, et là pour le coup, un petit peu partout en Europe et dans le monde, la notation devient un des standards et ça a été pendant très longtemps le standard uniquement pour les grandes entreprises, pour les États et les établissements financiers. Aujourd'hui, la notation devient un standard pour les PME et les ETI pour aller diversifier leurs sources de financement et avoir recours à du financement non bancaire. Donc, en 3 mots, s'il y avait quelques points à retenir de ce que je viens de vous raconter, c'est que la notation financière va contribuer d'une part à votre éducation financière parce que pour la première fois, vous allez avoir le miroir de comment vous êtes perçu par la place financière avec vos points positifs et vos points négatifs. C'est un outil vraiment complémentaire dans le cadre de toutes vos opérations, que ce soit des opérations de croissance, des opérations de cession, des opérations d'acquisition. Elle va vous permettre de comprendre et de piloter l'ensemble des notations auxquelles vous êtes confrontés, que ce soit les notations bancaires ou même les notations des assureurs crédits, qui sont des notations beaucoup plus court terme, mais qui vont du coup, la notation d'une agence de notation va permettre de donner de la visibilité aux assureurs crédits type la COFAS pour pouvoir permettre de poursuivre une relation en toute sérénité. Vous, en tant que dirigeant, ça vous permet d'adapter votre stratégie de financement. Et enfin, surtout, ça permet de créer de la confiance au niveau de l'ensemble des partenaires financiers et commerciaux des entreprises. Merci à tous. Merci à toi, Emmanuel, pour cette présentation qui est brillante et limpide et qui nous met un petit peu dans l'immersion de ce que c'est qu'une notation et puis cette compréhension qu'on doit avoir les uns aux autres. Rappelons-le, nous sommes dans un partenariat. Moi, je le disais tout à l'heure quand on échangeait. Les entreprises qui sont clientes ou prospects du groupe Tijeri qui organise cet événement, ils sont là, dont ils ont fait un chemin, et puis c'est cette relation qui est là, et puis il faut la faire fructifier, la consolider, comme ce qu'on a dit. C'est Adil, rebonjour. Bonjour, C'est merci Adil. Kamel.
Bonjour à Adil Akhouiaj. On se connaît, moi je connais bien Adil Ouazani depuis plus de 15 ans, et risk manager, et puis au sein de la direction de la gestion globale des risques, ce qu'on appelle la GGR, et qui a fait beaucoup de choses au niveau de cette partie de risk management et d'annotation. Et moi-même, à titre personnel, même si je suis parti du groupe, j'ai été imprégné par tout ce que nous avons fait ensemble. Et donc, je sais que c'est un boulot de tous les jours sur une relation qu'il faut consolider parce qu'on parle de partenariat. C'est Adil, la parole est à toi et je te remercie infiniment d'avoir répondu présent pour nous. C'est Adil. Merci Sikanal. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre présence massive. Je vais aborder en quelques minutes le sujet de natation autour de 4 points clés. Rappelez brièvement les enjeux autour de la notation sans être redondant avec le brillant exposé de Madame Bonal. On va rappeler les facteurs de notation interne. Je vais focaliser ma présentation plus sur quelques illustrations, calcul de notes, et pour répondre à la question clé, quels sont les leviers d'amélioration de la note? Alors, pour situer le contexte global où on a besoin, on utilise la notation, donc c'est une pièce maîtresse du processus d'octroi de crédit, donc qui est de manière universelle structurée autour des étapes suivantes, c'est-à-dire on a une demande de crédit qui émane au niveau du réseau avec un montant, une nature de crédit, que ce soit fonctionnement ou investissement. Il y a une étape de montage où on va collecter la data financière, avoir une idée sur l'activité d'entreprise, son cycle d'exploitation et éventuellement un business plan quand il s'agit d'un projet d'investissement. À côté de ça, il y a une étape d'analyse clé qui est réalisée par mes collègues du risque de contrepartie de la GGR sur l'analyse sectorielle, sur l'environnement, sur un approfondissement sur le cycle d'exploitation. Il vient à côté la notation comme élément complémentaire d'aide à la décision, et ce n'est pas l'élément central. Aujourd'hui, on est à une étape intermédiaire. Donc, nos systèmes de notation, ils ont, je dirais, une dizaine d'années d'âge. Ils ont maturé progressivement, mais il reste beaucoup de potentiel d'amélioration. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, les systèmes de notation, ils ont démarré dans les années 60. En Europe, je dirais, il y a les années 70-80. Donc, au Maroc, à titre de rappel, c'était au lendemain de division des accords de Bâle en 2004. Les banques marocaines, ils étaient compliance approche standard en 2007. Et les guidelines de l'approche avancée, ils ont été divisés en 2010 avec la circulaire Laouidji. Et à partir de là, il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée pour rehausser le niveau d'aide à l'investissement. Et enfin, cette notation participe, en plus d'analyse, va donner lieu à une décision d'un comité de crédit collégial et qui va être soit positive, soit négative. Et dans le cas d'accord, il y a aussi les conditions qui sont proposées, les garanties et le pricing. Donc, c'est quoi la notation en fin de compte? Donc, c'est une évaluation de la solvabilité d'un créancier, c'est-à-dire sa probabilité de voir l'emprunteur rembourser le crédit contracté sur un horizon d'un an. Ce n'est pas sur 2 ans, ce n'est pas sur 3 ans, mais c'est bien sur 12 mois. Donc, les objectifs sont d'anticiper, bien entendu, le risque de, je dirais, le risque de défaut. Et pour précision, c'est différent, le défaut, la notion de défaut, il est différent de la notion de défaillance. Donc, c'est une définition interne, cadrée par les accords de Bâle. Il s'agit généralement de définir à l'aide de notions de créance en souffrance, gel de compte, d'impayé supérieur à 90 jours, des restructurations. Et très prochainement, il y a le critère de dépassement qui se profile avec la modification de la circulaire de base, la 19G. Donc, une nouvelle monture, c'est la circulaire qui sert pour le provisionnement des créances. Ça apporte aussi une certaine objectivité de la prise de décision, une célérité de traitement, un point important pour servir nos clientèles et de poursuivre dans la lancée de réduire aujourd'hui nos délais. En les dernières années, ils ont diminué de 30 à 40% pour satisfaire les besoins de la clientèle et le nombre de demandes. Une note est assortie d'une probabilité de défaut.
Donc, plus on va avoir une définition plus précise, mais plus la note il est dégradée, plus on a une probabilité de défaut importante. Alors, un petit aperçu sur l'approche et le fondement de ces approches. Donc, c'est une démarche universelle, que ce soit au Maroc ou aux États-Unis, en Europe. On a toujours la même démarche statistique, c'est-à-dire on va aller se baser sur une base de données historique. Donc, c'est différent des notations externes qui se basent uniquement sur de la data financière et sur des entretiens de due diligence qui sont généralement annuels. On va là, dans ce cas de notation interne, se baser sur le taux de défaut du portefeuille. C'est pour tout le nom, d'où l'extension interne, et qui a toute sa sémantique dans ce contexte. On va se baser généralement sur des éléments de bilan qu'on va historiser, de comportement sur généralement de 8 à 10 ans, et pour prédire la performance d'une nouvelle demande de prêt. Donc là, on va voir deux étapes clés de modélisation. La première étape, c'est on va partir d'une batterie d'indicateurs financiers, une centaine. On va voir chaque fois, on va les tester avec le défaut. On va voir la corrélation avec le taux de défaut. Donc là, par exemple, on voit que la marge, plus il est importante, plus le taux de défaut il tend vers le zéro. Donc, il y a une corrélation parfaite entre le taux de défaut et le résultat net, la marge commerciale. Ensuite, on va aller utiliser des modèles statistiques de régression logistique ou encore des techniques d'intelligence artificielle ou machine learning. On ne va pas jusqu'à aller vers des chats GPT pour noter la clientèle, mais on utilise aussi en marge des techniques, des algorithmes de machine learning pour arriver à ce qu'on appelle la fonction de score. C'est quoi la fonction de score? C'est des variables qui ont été sélectionnées. Par exemple, là, par titre d'illustration, on a les 5 variables qui ont été sélectionnées, la variation de chiffre d'affaires, la rentabilité, l'endettement, liquidité et la structure, plus une marge d'erreur avec leur pondération. Donc là, c'est un travail qui se fait généralement entre 6 à 8 mois pour développer un modèle mature en étudiant plusieurs scénarios de modèles, en les validant avec une forte implication des métiers, qui est un facteur clé de succès de cette démarche. C'est une illustration, mais vous pourrez également retenir cet ordre de grandeur de manière universelle. Tous les modèles de notation que j'ai vus dans les 15 dernières années, ils présentent globalement cette proportion de ces variables, un quart sur la rentabilité, un quart sur l'endettement et un quart entre la variation de chiffre d'affaires et la structure. Alors, le principe général de fonctionnement, donc, on va utiliser des données financières, données de comportement, données qualitatives, qui vont donner lieu à une grille de notation. À des notes, l'échelle de notation chez Tijari Wafa Bank, il va de A jusqu'à H, avec A étant la meilleure classe très, très bon, à une classe H qui est complètement en défaut. Donc, à côté de chaque classe de risque, on a une tranche de score. Par exemple, pour le A, on est de 90 points à 100 points. Donc, on a une probabilité de défaut faible. Là encore, c'est des exemples d'illustration. Là, par exemple, on a 0,1, très bon. Le B, entre 80 et 89, il est assorti d'une PD de 0,2%. Bon, C, de 70 à 79, assez bien. La moyenne, il est à D, entre 60 et 69, avec une probabilité de défaut de 1,5. Ensuite, on a une classe intermédiaire qui n'est pas totalement mauvaise, mais c'est une classe intermédiaire de basculement vers des classes préoccupantes. C'est la classe E, de 50 à 59, où on a une probabilité de défaut 3% passant. Alors, je m'arrête 2 secondes pour expliquer cette notion clé des modèles. Donc, une petite illustration. Que veut dire 3% juste? Ça veut dire, dans le sac, on voyait sur un échantillon de 100 entreprises de cette classe E, il y a 3%, le modèle prédit que 3 relations vont tomber en défaut. Donc, c'est une prédiction. Et on revient pour vérifier la performance, on revient annuellement sur ces modèles pour les backtester et voir est-ce que c'est ce qui s'est réellement produit dans la réalité. Est-ce qu'on a eu 2 ou 4, on est proche de donc, la prédiction modèle, ou on est sur 5 ou 8 défauts. Et auquel cas, il faut revoir les modèles. Donc, c'est un produit périssable qu'on recalibre de manière périodique pour vérifier sa performance à travers des indices statistiques de type Gini et de la stabilité du modèle. On la vérifie également à l'indice, pour les initiés, l'indice KS de stabilité, pour voir est-ce que le modèle il est stable, est-ce que le profil des clients n'a pas changé, etc. Alors, un petit point sur une typologie des variables qu'on rencontre les plus souvent
Et dans le modèle Attijari Wafa Bank et dans les autres modèles de classe, on retrouve généralement des données financières, des données de comportement qualitatif. Sur les données financières, on va s'intéresser souvent à la dynamisme, c'est-à-dire la variation du chiffre d'affaires sur 2 ans, la variation du fonds propre sur 2 ans, par exemple. On va s'intéresser également, ou sur une année, on va s'intéresser également, par exemple, à la variation du résultat. Donc, on a cette première idée de dynamisme. Des données sur la liquidité qui se traduisent par des délais clients, délais fournisseurs, rotation du stock, le rapport entre l'actif circulant et les dettes court terme. On a également un chapitre important sur la rentabilité. Donc, on trouve habituellement 3 types de rentabilité. Le résultat net sur chiffre d'affaires, qui est la marge commerciale qui intéresse le dirigeant. Une notion importante et significative, le résultat d'exploitation, le RBE sur chiffre d'affaires, l'équivalent de l'EBITDA. Et on a une rentabilité financière, le retour sur fonds propres, qui se traduit par résultat net sur fonds propres. Et alors, pour ce qui est de la structure, et c'est un des facteurs les plus regardés par les plus sous la loupe par les banquiers, c'est le fonds propre sur total bilan, donc qui mesure, qui donne une idée sur la solidité d'entreprise et qui également montre le niveau de prise de risque des porteurs, des actionnaires de l'entreprise. Donc, c'est un élément extrêmement important. Les données financières, l'endettement, bien sûr, les frais financiers sur chiffre d'affaires, dans l'orthodoxie financière, ce ratio ne doit pas dépasser 3. On a également le total des dettes bancaires sur le total bilan. On a également les dettes globales sur les fonds propres ou encore le gearing. Donc, il faut que le rationnement des dettes par rapport aux fonds propres reste raisonnable. Les données qualitatives, donc on va trouver le secteur d'activité, le profit management. Alors là, par exemple, le secteur d'activité, la note qu'on va donner à un secteur, il est intimement lié au taux de défaut sur ce secteur dans l'historique. Donc, et c'est pourquoi parfois il arrive qu'on trouve des notes qui varient dans une banque à une autre, parce que le secteur ne s'est pas comporté de la même manière dans une banque ou une autre. La différence, l'écart, le gap ne doit pas être important puisque on est dans la même économie, mais un écart d'un notch, gardé dans l'esprit, c'est quelque chose qui peut se produire et c'est lié à cette dimension de notation interne. Il y a aussi le profit management, l'appartenance à un groupe, il est pris en compte et on a également des données de comportement pour tenir compte sur des incidents de paiement, de gel, les dépassements, les mouvements sur chiffre d'affaires, le mouvement confié à l'entreprise. Statistiquement, on trouve que le taux de défaut est corrélé avec la quote-part du mouvement confié à la banque. Hein. Variation du nombre d'écritures au débit, etc. Alors, on va passer tout de suite à une illustration pour démystifier cette notion. Donc, on a pris un exemple d'un modèle de notation qui se présente comme suit. Et ce n'est pas celui d'Attijari Wafa Bank, mais on va essayer de voir la cinématique de notation. Alors, on va trouver ce modèle. Il a 5 variables financières. La variation de chiffre d'affaires qui pèse 20%, les dettes sur total bilan 30%, résultats sur chiffre d'affaires qui est une pondération de 30%. Les fonds propres sur total bilan, ils pèsent 10%. Le fonds de roulement sur chiffre d'affaires, 10%. Donc, ça constitue le profil financier qui pèse en tout 50%. Donc là, on est plus proche d'un modèle de notation des PME parce que pour l'AGE, on accorde beaucoup plus de poids aux financiers allant vers les 65-70% parce que l'information financière elle est plus fiable sur ces segments. On va trouver des indicateurs 3 indicateurs de comportement, solde moyen sur autorisation, les dépassements, le nombre de dépassements, on va pondérer ça à 40%, les mouvements créditeurs sur chiffre d'affaires qui va être pondéré à 30%, et on a le dernier chapitre qui est le profil qualitatif qui est articulé autour de ce secteur, l'appartenance au groupe, la qualité de l'information financière et l'ancienneté de la relation avec la banque. Donc, qui est le profil qualitatif, il pèse 10%. Alors, ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est que chaque variable, il a des modalités. Il est noté dans une échelle qui est construite statistiquement. À titre d'exemple, la variation du chiffre d'affaires, s'il est inférieur à 0, on a un score 0. Si entre 0 et 2, on a 20. Entre 2 et 3, 30. 3% et 8%, 40. 8%, 15%, 80. Et je me suis arrêté à 15% pour ne pas compliquer les choses, parce que les statistiques, ils ont aussi leur logique, parce qu'on trouve à un moment donné, au-delà d'un certain seuil de croissance chiffre d'affaires, la tendance s'inverse. Donc, c'est une tendance en U. Hein, une entreprise qui croît
de 45-50% et c'est pas soutenu par d'autres facteurs, ça ne présente pas forcément un indicateur très positif. Alors, maintenant, on va voir le cas d'une entreprise réelle qui présente les caractéristiques suivantes. On a la variation de chiffre d'affaires de cette entreprise, il a varié de 8%, les dettes de 18%, le résultat de chiffre d'affaires 13%, les fonds propres sur total bilan, il a une valeur de 30, une bonne capitalisation, il a un fonds de roulement de 105 jours de chiffre d'affaires, on a un seul dépassement, des mouvements créditeurs sur chiffre d'affaires de 85%, le profil comportement, un secteur, donc on ne veut pas citer de secteur pour ne pas stigmatiser certains secteurs dans cette présentation. L'appartenance à un groupe, oui, il appartient à un groupe. La qualité de l'information financière, elle est bonne et c'est une entreprise que ça fait 5 ans qu'il travaille avec la banque. On va passer au score. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, selon l'échelle qu'on a vue tout à l'heure, on aura pour la variation de chiffre d'affaires. Et par rapport à notre portefeuille, cette entreprise a un score de 40. Parce que dans le pool historique, il y a peut-être des entreprises qui ont une croissance de 15% ou 20%. Donc, dans l'ensemble, 8%, ça correspond à un score de 40. Les dettes sur total bilan, 18%, ça correspond à 50. Le résultat sur chaque d'affaires à 13%, il a un score de 53. Les fonds propres ne posent pas de problème à 30%, 96 en termes de score, etc. Donc, on va voir les pondérations désormais. Hein? Donc, là, ce n'est autre qu'un rappel du modèle des différents blocs. Et on va avoir, en multipliant le score par la pondération, on va avoir le score pondéré. Donc, pour le 40, on a un score pondéré de 8. 50 fois 30, on a un score pour les dettes sur total bilan de 15, etc. On se trouve avec un profil financier de 53 moyen, qui pèse 50% dans la note. Un note de comportement de 95, parce que globalement, l'ensemble des facteurs ils sont favorables. Et on a, pour le secteur d'activité de cette entreprise, il a un score de 18 en pondéré. Il appartient à un groupe, donc il a un score de 20, pondéré de 100. Qualité de l'information, elle est bonne, donc il a 20, donc on a un profil qualitatif de 78. Alors, quand on va calculer le score global, qu'on va multiplier les 53 du poids financier fois les 50 plus les 95 pondérés par 30 pour le comportement plus 78 fois 20, on a un score global de 70%. Désormais, on va aller chercher, tout ça c'est automatisé dans des systèmes informatiques. Le système va aller chercher à quoi correspond le score de 70. Dans notre cas, si on regarde la grille, on est sur la note C et qui a une probabilité de défaut de 0,5. Voilà, alors globalement, un aperçu sur les différents segments, sur la logique des différents segments. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le segment jeu, le profil financier, il est pris à hauteur de 60 à 70% parce qu'on arrive de plus en plus à avoir de la qualité d'information sur ce segment. On prend en compte le comportement et le profil qualitatif de l'entrepreneur, des données clés, mais dans une moindre mesure que la PME. Donc, le profil financier, il est pris à hauteur de 50%. Le comportement, il est mieux pondéré que sur la GE. On prend toujours la notion d'entrepreneur et le crédit bureau. Alors, pour le segment des TPE, qui a fait l'objet d'une attention particulière sur les 10 dernières années, puisqu'on a approché ce segment par des outils de scoring dédiés. On verra tout à l'heure la différence entre notation et scoring, ce n'est pas la même chose. Donc, le profil financier, il a une pondération faible parce qu'on a souvent des bilans de qualité moyenne ou encore des créations qui n'existent même pas. Et donc, là, c'est un challenge dans les années, des deux années de 2023. On cherche à mettre en place des outils de scoring, des créations start-up où on va prendre, en plus de ces dimensions, on va prendre la dimension projet et le profil d'entrepreneur de manière très particulière. Donc, on va se replier également sur des données alternatives issues du crédit bureau, des facturiers ou encore des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un niveau de challenge. Sur les 10 dernières années, sur ce segment, nous avons multiplié le nombre de demandes par 10. La dernière année, on a scoré pratiquement 55 000 demandes de crédit dans des délais assez ramassés, notamment lors de la période Covid.
Donc, on va passer maintenant à la notion de scoring proprement dite. Donc, le scoring, il est différent de la notation dans la mesure où on va scorer une demande. Et la notation, on cherche à noter un client. Alors, le scoring est plus orienté sur l'output. C'est une décision d'acceptation, de rejet ou un renvoi vers une étude manuelle quand on est dans une zone grise. Donc, le scoring, il prend à la fois je dirais, des caractéristiques et du client et du produit. Donc, on va avoir autant de grilles que de produits. Là, par exemple, pour la TPE, on a développé des grilles propres pour la caisse, des grilles propres pour le moyen-long terme quand il s'agit de petits projets d'investissement et des cautions également. Donc, aujourd'hui, on score ces trois types de produits. Donc, c'est un système plus adapté pour la clientèle, je dirais, de masse, notamment les TPE, les professionnels, les particuliers ou encore certaines catégories de masse PME qui ont une taille intermédiaire entre la TPE et la PME. Alors, on arrive à une partie intéressante, c'est le levier d'amélioration. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la note n'est pas difficile. Vous avez la possibilité, vous avez des leviers sur lesquels, comme elle a dit Mme Bonal, vous avez des leviers sur lesquels vous pourrez agir pour gérer activement votre notation et en faire un outil de progrès. Alors, les 6 règles cardinales, donc il y a des guidelines qualitatifs, après je parlerai de quelques éléments quantitatifs. Donc d'abord, faciliter la vie à votre banquier en communiquant des informations fiables. Le banquier avec ses bases de données assez profondes et le nombre de dossiers qu'il traite par jour, et il va détecter de manière extrêmement rapide s'il s'agit d'informations fiables ou non. Donc, il faut donner d'abord une première, c'est la fameuse impression des 30 premières secondes. Donc, il faut donner la bonne impression dans la présentation des bilans. Complétude des documents, n'oubliez pas les annexes, tous les éléments, le hors-bilan, les crédits leasing, tous les annexes comptables. Comprendre l'outil de notation, donc c'est ce qu'on a fait au courant de ces 5 dernières années, donc depuis 2016. Il y a une volonté du GPBM, de la Banque centrale et du CGM de donner plus accès à la clientèle pour la note. On a formé dernièrement sur l'année 2022 pratiquement 200 exploitants intéressés par le rating pour engager des discussions avec un bon background sur le rating. On organisait des formations par direction régionale. Donc, le volet conduite de changement a été assez pris en compte lors de ces démarches. Transmission des informations temps utiles. Les bilans sont clôturés en mars. 2-3 semaines au courant du mois d'avril. Plus tôt on a l'information, plus tôt on va actualiser votre note. Surtout, va apporter un plus s'il y a une amélioration du profit. Mise à jour des informations financières, donc en cas d'augmentation de capital, en cas d'information extra-comptable, continuez à communiquer avec votre banquier pour lui donner le plus de visibilité pour apprécier votre profil. N'hésitez pas à communiquer des informations qualitatives de type installation d'un nouveau site, nouveaux produits, nouvelles unités, internationalisation. Tout ça, autant d'éléments qui peuvent être appréciés parce que on n'est pas dans un système automatique à 1000%. La note se discute dans des comités de crédit de manière collégiale. Donc, il y a ce qu'on appelle la note agréée, une note qui est produite mécaniquement par système, mais il y a une marge de manœuvre comme dans toutes les banques internationales, ce qu'on appelle l'override ou encore le forçage, qui doit rester dans les 7 à 10% selon les bonnes pratiques, mais qui donne l'occasion pour repêcher certaines entreprises compte tenu de certains éléments qualitatifs exceptionnels. Alors, un exemple d'amélioration de note, dans notre exemple, donc cette entreprise, l'année N+1, il a augmenté, amélioré la croissance de chiffre d'affaires de 8 à 16, donc on voit que la note sur ce ratio, il a augmenté. Les dettes, ils ont diminué, léger désendettement de 18 à 15%, il a rehaussé légèrement la note. Et surtout, cette entreprise, il a fait attention au dépassement. Il s'est soucié
et demander les lignes juste nécessaires, où il a vu le bon dimensionnement de ces lignes avec le client, il se trouve avec 0 dépassement, ce qui a augmenté le score, je pense, de 20 à 40. Donc, tout ça pour dire qu'on passe d'un score de 70 global, je vous invite à regarder la dernière ligne désormais, on passe d'un score de 70 à 82, ce qui nous amène à la note B, qui présente une probabilité de défaut de 0,2%. Donc, voilà un exemple de cas. Ça peut être une augmentation, une amélioration du ratio de capitalisation de structure, une augmentation des fonds propres. Ça peut être un effort sur les délais de paiement ou sur la marge. Donc, autant d'éléments qui peuvent apporter un plus pour la notation. Alors, les derniers slides, je voulais réserver à du profiling. Voilà un type de profil à éviter complètement. Là, c'est le profil typique d'une entreprise qui a fait défaut, qui va faire défaut. C'est un dynamisme très faible, de moins de 3%. Un endettement qui est supérieur à 40-45%. Des frais financiers qui altèrent le résultat et le compte d'exploitation de la banque supérieur à 3%. Faible rentabilité inférieure à 0,5%. Return on equity inférieur à 12%. Une structure inférieure à 15, des délais de paiement non maîtrisés. Et là, je vous invite à porter très attention à cette rubrique. Il y a une petite amélioration les dernières années, mais ça reste les délais de paiement restent une plaie de la santé financière des entreprises. Donc, de plus en plus, mettez en place des systèmes, je dirais, de credit management pour octroyer les délais fournisseurs, les délais fournisseurs, les délais clients, je dirais, pour bien maîtriser cette rubrique. Une entreprise qui présente de manière récurrente des dépassements récurrents, 1 fois, 2 fois, 4 fois par an, tous les experts de risque vous diront que cette entreprise qui va faire défaut ou encore des impayés. Voilà donc un autre facteur clé de succès sur lequel je souhaite insister. Échanger de manière régulière, demander conseil à votre banquier qui est de plus en plus outillé et qui repose sur des entités de support ou de risk management qui vont mettre en place des dispositifs pour mieux vous conseiller. Donc, le banquier, votre conseiller, alors pour vous dire, aujourd'hui, dans la plupart des banques, avant 2010, ce qu'on connaissait le plus dans les directions de risque, c'était la direction de crédit ou la direction des engagements. Et depuis, la plupart des banques, ils ont mis en place des structures de risk management telles que je gère, où il y a des data scientists qui ne traitent pas du dossier de crédit, mais qui élaborent des méthodologies pour appuyer les risques. C'est des statisticiens qui vont capitaliser d'énormes bases de données sur des data lakes, qui vont aller utiliser des algorithmes pour produire des modèles de notation, d'une dizaine de modèles. Aujourd'hui, on a une vingtaine de modèles de notation entre le retail et l'entreprise. Parfois, on va aller élaborer des modèles spécifiques pour des activités parabancaires, telles que le leasing ou le factoring. On va aller s'intéresser même sur des segments très spécifiques, comme où j'avoue que les modèles sont plus complexes et difficilement, qui s'insèrent avec plus de difficultés sur le project finance par exemple. On se limite généralement à des questionnaires ou encore sur la promotion immobilière. Donc aujourd'hui, de plus en plus, vous vous chargez d'affaires, la banque est outillée avec une base de données financières, avec des ratios moyens par secteur d'activité pour vous positionner. Les équipes accèdent au crédit bureau pour avoir des informations externes, des informations de place. Il y a de plus en plus de providers d'informations qui vont fournir de la data financière et même émettre quelques scoring. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'autre facette du banquier pour susciter votre empathie. Il y a une révolution silencieuse qui s'est produite le 1er janvier 2018 de manière précise. C'est le passage en norme IFRS 9. Quel est l'impact au niveau de la banque? C'est que le provisionnement, pour la première fois, se fait pour les classes saines. Même quand on a une classe qui est A ou B, on va mettre
une petite provision pour qu'il y ait une démarche incrémentale. Alors, on voit que ici, la note d'une entreprise qui a évolué de C à G commence à impacter les comptes d'exploitation d'une banque, et particulièrement la rubrique provision. Donc, pour le C, on était une PD de 0,5, une probabilité de défaut de 0,5, avec un taux de perte de 71%. Là aussi, c'est un deuxième paramètre de risque important. Ça veut dire, au moment si le défaut se produit à terme, on va avoir également des modèles statistiques qui vont prédire le taux de perte. Et au passage, lors de ce paramètre de risque, on tient compte des garanties et pas dans la probabilité de défaut. Hein. Donc ça, c'est un peu l'état de l'art qu'on respecte scrupuleusement. L'exposition qui était de 14 millions de dirhams, avant, il n'y avait pas de provision. Après IFRS 9, après le 1er janvier 2018, on a provisionné à 49 000 dirhams, donc un taux de provision faible, mais il reste un peu plus important quand l'entreprise se dégrade à E, avec une probabilité de défaut de 13%. Et donc, on va se trouver avec, bien sûr, on a diminué entre-temps l'exposition à 12 millions et on a une provision cette fois-ci, de 1,2 million, qui représente 10%. Le bucket 3, on passe au bucket 3, donc on est pratiquement dans le défaut, et là, on va provisionner 9 millions de défauts. Donc là, c'est quelque chose qui a impacté significativement le métier bancaire en général, que ce soit au Maroc ou à l'international, et qui a amené à de noter pratiquement la plupart de taux de portefeuille. Et cette année, au terme de l'ensemble de ces actions de ces 10 dernières années, on a noté la totalité du portefeuille. Hein, on a un taux de notation de 99%. Deuxième élément, on est amené à switcher vers des approches forward-looking, c'est-à-dire qui prennent en compte les prévisions macroéconomiques versus les projets anciens qui étaient backward-looking, qui se basaient uniquement sur l'historique. Et troisième élément, on a mis en place des modèles qui sont à maturité variable, c'est-à-dire quand le même crédit, s'il est élaboré à 1 an ou 2 ans, on n'applique pas la même probabilité de défaut. On a une probabilité pour une année, une probabilité pour 2 ans, pour 3 ans, selon la maturité. Alors, je vais passer ça rapidement. Voilà aujourd'hui une relation, comment il est noté exactement au sein de notre banque. Bon, j'ai masqué la moitié des rubriques, mais l'essentiel, c'est de schématiser pour maintenir l'anonymat du client. Donc, on est sur l'évolution de chiffre d'affaires de 36% pour cette relation. On a une évolution de marge de 0,6 qui donne un score de 47. Le résultat net sur chiffre d'affaires 1,69, ce qui donne un score de 47, etc. Donc, on a une note financière de 46, facteur de comportement de 58. On a une note qualitative, cette entreprise évolue dans un secteur que je n'affiche pas et qui est noté à 42%, à 42, et le taux, on est à une note, on aboutit à une note E. Inversement, une entreprise qui est bien notée, il a une évolution de chiffre d'affaires moyenne de 21 dans ce cas, mais avec des délais de clients maîtrisés, avec une rentabilité et des fonds propres de 55% qui donnent un score de 89. Pratiquement pas de dépassement, on est à 100. Dynamisme mouvement créditeur, il est à 33. Secteur d'activité de 35, ce qui est un score qualitatif correct pour avoir la note de 70. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Adil, pour cette masterclass qui digne d'un cours où tout était clair. Encore une fois, bravo d'avoir approché la communauté des personnes qui sont connectées avec nous sur ce sujet et finalement le quotidien, comment travaille le groupe Tijelo Alpha Bank sur ces sujets. Il y avait Younes qui a posé 2 questions. Je te garde à Adil pour ça. Il merci de définir ce que c'est qu'une PME au regard de chiffre d'affaires chez nous, Tijelo Alpha Bank. Ça, c'est la première question de Younes. Et la deuxième, il dit la nature des crédits étudiés semble limitée au fonctionnement et à l'investissement. Ça veut dire au niveau bancaire, qu'en est-il des financements au marché, projets spécifiques? Et une troisième question, je pense qu'aussi, toi, bon, serait-il possible de rappeler les différences entre notation et scoring? Voilà. Si tu peux intervenir rapidement pour que nous puissions... Vas-y, Zahadi. Alors, en fait, pour un peu démystifier ce sujet,
l'apparition de scoring, c'était à l'origine pour scorer des cartes aux États-Unis, au moment où il y avait une demande importante pour les cartes de crédit. Le scoring, il a démarré par ça. Donc, c'était dans une optique d'industrialisation. Le besoin premier, c'était une industrialisation des scoring. Donc, le scoring, première caractéristique, il est dédié à une population de masse, pour la clientèle de détail, qu'on a des masses importantes. On est dans une approche plus de mécanisation, on vise la mécanisation, et le scoring, il est instantané. Je donne un exemple. Je suis un salarié, on va prendre en compte mon niveau de revenu, d'autres facteurs, est-ce que je suis propriétaire ou non, quelle est ma catégorie socio-professionnelle, des données intrinsèques. Je veux acheter un véhicule à 300 000 dirhams, on va prendre en compte la marque du véhicule, la couleur peut-être, d'autres caractéristiques de produit, et j'ai une décision instantanée, oui ou non, ou le système ne sait pas décider, va me renvoyer vers une étude manuelle. Ça, c'est pour le scoring, et on a autant, comme j'ai dit tout à l'heure, autant c'est-à-dire de grilles de scoring que de produits qu'on souhaite. Donc, il y a une grille de scoring pour l'immobilier, une grille de scoring pour le prêt personnel, une grille de scoring pour le crédit conso, pour la caisse, etc. Donc, c'est le couple, on s'intéresse au couple client-produit. Alors que la notation, c'est une notation qui est généralement produite annuellement, renouvelée annuellement, sauf dans certains cas où très exceptionnels. On revoit la note 2 fois par an quand il y a en cas d'événements exceptionnels. On va se baser sur le comportement du compte qui est enregistré dans le système. On va s'intéresser également aux données qualitatives. Et c'est une note qui permet de suivre le comportement du client, non seulement à l'octroi, même après octroi. Parce que quand on a quelque chose comme 140 ou 150 milliards sur la population notée qui est dans la nature, il est important de suivre à chaque moment ce qu'on appelle la cartographie de risque. Est-ce que j'ai misé mes billes plus sur les A, les B? Est-ce que je suis plus... Et toujours, on a suivi un indicateur sensible avec cette cartographie, en dehors des indicateurs de la watchlist ou encore les indicateurs de classement. On a introduit un nouveau critère, les sensibles, les relations sensibles qui sont FSG. Donc, on va les suivre par secteur d'activité, qu'on va suivre par marché, selon différentes granularités. Donc, c'est aussi un outil de pilotage de portefeuille. Donc, on est passé ainsi, c'est ça un peu la finalité globale, c'est de passer d'une impression individuelle, client par client, à une logique de portfolio management. On va aller scorer, avoir une idée sur des secteurs, sur des segments de clientèle, sur des niches. Et d'où, là, pour rejoindre le terme qui est introduit en introduction, c'est-à-dire les approches financières, soutenir les approches financières et commerciales. Donc, on utilise également ces outils de scoring pour les pré-scoring. Donc, chaque année, on va aller pré-scorer quelque chose comme 25 000, 30 000 demandes, c'est-à-dire qu'on va qualifier, pré-qualifier, qu'on va soumettre à l'exploitation pour aller faire des études complémentaires pour les creuser. Et on a à côté également la notation utilisée pour structurer la démarche d'appétence. Hein, c'est-à-dire on va aller définir notre politique des risques sur les A, B, C, quel est le taux de risque souhaité sur tel produit, un secteur. Il faut distinguer entre la notation, l'outil de mesure et la politique. On peut très bien, dans l'absolu, ça c'est de manière universelle, je peux choisir d'aller me développer sur un nouveau secteur et je vais accepter d'avoir des D et des E dans la première année. Donc, les stratégies, et il ne faut pas confondre les stratégies, la politique des risques avec la métrique de mesure qu'est l'outil de notation. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Saad. Je vais revenir auprès de toi. Pardon, il y a la deuxième question. Emmanuel, je vais revenir auprès de toi pour compléter. Pardon. Emmanuel, rebonjour. Merci de rester parmi nous sur ce sujet de l'accompagnement. Finalement, quel type de PME, ETI sont accompagnés par Inbonis? Pour quels besoins? Est-ce que c'est des besoins? C'est l'entreprise qui tape chez vous de façon spontanée parce qu'elle a besoin de connaître finalement sa notation et son reflet?
ou alors c'est pour des finalités, les marchés, les intermédiaires, ou peut-être des notations silencieuses. Je suis un donneur d'ordre à l'international, j'ai envie de travailler avec une entreprise, un partenaire, et c'est finalement moi pratiquement du B2B. Est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'il vous arrive de faire ça? Puis une deuxième question qui est aussi posée, c'est quand vous êtes en face d'une entreprise, quels sont finalement les axes d'amélioration, ceux qui reviennent le plus? Quels sont les axes dominants? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ces allers-retours? Vous avez parlé de 24 heures tout à l'heure, Emmanuel, sur les allers-retours pour corriger des choses. Est-ce que est-ce que ces allers-retours sont assez nombreux ou finalement l'entreprise accepte? Est-ce que c'est les renforcements des fonds propres? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est les délais de paiement? Emmanuel? Alors, sur la première question, merci pour ces 2 questions tout à fait pertinentes. Donc, sur la première question, on peut être sollicité par les 2 parties. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, à 55% des cas, à peu près, on est sollicité par des entreprises en direct. Alors, il y a bien toujours une problématique de financement ou de relations commerciales derrière, hein, d'où la pertinence du titre de cette intervention. Il faut savoir que j'ai jamais vu un dirigeant qui se levait un matin et qui se dise bon, allez, aujourd'hui, je vais aller faire noter mon entreprise. Ça n'arrive jamais. La finalité toujours de la notation est bien d'être un outil d'accompagnement pour le chef d'entreprise pour aller solliciter de nouveaux financement auprès de nouveaux partenaires financiers ou bien d'aller renégocier ces financements ou obtenir de nouveaux financements auprès de ses partenaires financiers actuels. Ou alors, effectivement, d'aller gagner un nouveau marché ou autre, mais c'est toujours effectivement de pouvoir de se servir de la notation comme un outil. La notation n'est pas une finalité en soi. C'est un outil qui permet de catalyser une prise de décision, qui permet de rassurer. Voilà, donc nous, on s'adresse effectivement à des entreprises à partir de pas beaucoup de chiffre d'affaires, hein, puisque les plus petites entreprises qu'on notait faisaient à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on peut aussi également être sollicité par des banques en direct. Tout à l'heure, Mohamed le disait, il y a une partie de la note qui est notamment dans les modèles internes des banques, qui notamment est liée à toute la partie communication qu'on a avec son banquier, l'information, la quantité de flux et toutes ces choses-là. Et en tout cas, sur les pays avec lesquels on travaille aujourd'hui, on a des banques qui nous sollicitent parce que dans le cadre d'entrée en relation, ces paramètres-là de la notation interne, ils ne les ont pas. Et donc, du coup, ils sollicitent un deuxième avis sur la qualité de crédit de façon à avoir une situation actualisée. Sur la deuxième partie, oui, les dirigeants ont effectivement la possibilité de faire des allers-retours avec les dirigeants. Maintenant, effectivement, faire varier sa note d'une révision sur l'autre, c'est tout à fait possible, puisque bien souvent, nous, on va mettre en exergue des problématiques. Aujourd'hui, c'est pas un scoop, hein, et c'est plutôt historique. En tout cas, sur les marchés auxquels on s'adresse, hein, on n'est pas aux États-Unis, donc le financement des PME et des ETI est encore massivement supporté par les banques et non par des fonds et du financement des intermédiaires. Et du coup, c'est principalement de l'endettement bancaire qui rentre en amortissement de façon rapide. Et du coup, ça vient déséquilibrer les bilans de l'entreprise. Donc, on se retrouve face à des entreprises avec des problématiques de fonds propres, avec des bilans un petit peu déséquilibrés. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre en exergue dans le rapport de notation. Donc, qui sont pilotables, je dirais, d'une année sur l'autre et qui peuvent permettre de mettre en exergue ces problématiques-là au niveau des dirigeants. Maintenant, de là à ce qu'ils résolvent le problème dans les 24 heures imparties pour corriger leur notation, voilà, ça c'est de l'ordre de l'utopie. En revanche, on a 68% des entreprises que l'on note qui améliorent leur notation d'une année sur l'autre. Donc, c'est bel et bien que la notation sert bien d'élément de chiffre d'affaires. Une question, merci beaucoup, Emmanuel. Non. Pardon.
Merci oui, beaucoup, avec Emmanuel. plaisir. Mais il y a une question aussi qui est posée par l'assistance, Nadia Mtioui, qui dit: Bonjour, compte tenu du contexte économique mondial 2022, est-ce que les modèles de rating seront adaptés pour analyser les données et résultats de l'exercice 2022? Ça veut dire, est-ce qu'il y aura une Une façon de dire adaptation. finalement une adaptation? Puis un autre sujet aussi qui revient, c'est le prêt garanti par l'État chez vous, les crédits Covid un petit peu. Est-ce qu'ils sont neutralisés? Ça veut dire que la dette est neutralisée Pas parce du qu'elle est tout. balancée ou elle est prise comme étant de la dette pure? Ça veut dire dans Ah vos non, non, analyses. pour la première question, sur la prise en compte du contexte mondial, oui, bien évidemment. Et justement, l'intérêt d'avoir une notation d'une agence de notation, c'est un petit peu de pouvoir démontrer par l'analyse des fondamentaux de l'entreprise comment une entreprise arrive à tirer son épingle du jeu au travers d'un contexte macroéconomique très perturbé. Donc, c'est bel et bien l'intérêt d'aller analyser le qualitatif. Et oui, les agences de notation prennent en compte ces éléments-là et justement, en analysant les fondamentaux de l'entreprise, arrivent à isoler ou au contraire à accentuer les problématiques liées au contexte macroéconomique. Sur la deuxième question, en tout cas concernant tout ce qui est pré-Covid et PGE en France, oui, c'est de la dette. Rappelons-le, alors je vous prie de m'excuser sur ma méconnaissance sur ce segment-là, mais en tout cas, il y a eu une problématique en France, c'est que ces PGE ont quand même été distribués de façon massive auprès des entreprises, alors qu'à la base, ils étaient là pour pallier à des difficultés de trésorerie. La facilité d'accès à ces prêts a fait qu'ils ont été utilisés également dans certains cas pour d'autres problématiques, sauf que au moment où ils ont été distribués, et personne n'avait en tête que derrière s'en suivrait l'Ukraine avec l'augmentation des matières premières, l'augmentation du coût de l'énergie, les problèmes de recrutement, toutes ces choses-là. Et donc du coup, aujourd'hui, effectivement, ils viennent alourdir la problématique de cet endettement très fort des entreprises. Mais l'endettement était déjà important auparavant. C'est Donc, ils clair. sont venus effectivement accentuer une notation. Par contre, je ne sais pas si vous avez un dispositif équivalent, mais ce qui est valorisé positivement et ce qui est neutralisé comme des quasi-fonds propres, en tout cas en France, si vous avez des entreprises avec des filiales françaises ou avec des filiales françaises, je vous invite à vous pencher sur ce qu'on appelle les prêts participatifs relance et les obligations relance, qui sont le deuxième dispositif du plan de relance et qui là sont de la dette entièrement subordonnée, long terme, sans garantie et qui sont considérés par les agences de notation comme des quasi-fonds propres. Donc qui là, du coup, reviennent équilibrer vos bilans. Mais les Merci PGE, beaucoup. c'est de la dette. Merci beaucoup, Emmanuel. Je reviendrai auprès de vous. Il y a une question qui se pose à Adil, je la vois ici, dans la lignée de ce que disait Emmanuel, c'est que Taïb Saddar, il dit, j'imagine que le critère d'évolution du chiffre d'affaires ne doit pas être retenu comme un critère puisque le chiffre d'affaires, il a baissé par l'effet Covid. Et puis il y a une deuxième question. Ce mode de rating, ce que tu as présenté à Adil, est-ce que c'est standardisé et généralisé est contrôlé par la Banque centrale chilienne ou Banque El Maghreb, ou que c'est propre interne à Tijari ou Fabank? Eh bien, une autre question aussi que je te pose à Adil, deux autres questions comme ça. Est-ce que la note, c'est la note interne de Tijari, est-ce qu'elle est rafraîchie tous les ans? Ça veut dire que, j'imagine, parce que moi-même, quand j'étais dans le secteur bancaire avec vous, la problématique, c'est la disponibilité des bilans pour être, d'abord la disponibilité, surtout la disponibilité des bilans, parfois des informations. Est-ce qu'elle est rafraîchie? Et une deuxième question, c'est que la banque s'est transformée en groupe Tijari Wafa Bank et aujourd'hui, un front manager, un commercial du réseau, un creditman est réellement quelqu'un qui travaille autour de la création de valeur. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a un alignement? Est-ce qu'on est dans l'immersion? Ça veut dire que les messages que tu nous as présentés, SDAD, est-ce que ce sont les mêmes messages chez nos amis du réseau? Est-ce que ça parle le même langage? Deuxième chose. Et dernière question, je m'excuse. Cette notation, est-ce qu'elle est accessible aux entreprises? Est-ce que moi, entreprise PME de Tijeri, j'ai le droit de connaître ma notation? Par quel mode? Vas-y, Adil, je m'excuse de t'avoir submergé de questions. Bien, Hein. merci pour ces questions très intéressantes. Quand je suis de l'autre côté, c'est toujours
énervant et désagréable d'ignorer sa question, donc je vais revenir sur les deux questions précédentes. Il y avait une question sur la segmentation PME, c'est quoi une PME? Donc, les modèles se basent sur des segmentations propres de risque, pas forcément aligné totalement c'est proche, mais pas totalement aligné aux segmentations commerciales. D'ailleurs, faire ces segmentations risques se base également sur des études de statistiques pour chercher à quel moment l'entreprise change de comportement. Donc, on a choisi depuis le démarrage d'avoir une frontière technique entre la PME et la GE qui est de 100 millions de dirhams. Donc, on a le segment de 0 à 10 pour les modèles TPE et plus le scoring avec un petit chevauchement entre 5 et 10 où ils sont à la fois scorés et notés. De 10 à 100 ou de 5 à 100, on est sur les modèles de PME, mais je dis encore, je précise, c'est une segmentation risque. Et au-delà de 100 millions de dirhams, on est sur l'AGE. La deuxième question, c'était les financements structurés, comment on les traite. Oui, on a eu une première expérience de la notation de Project Finance. On s'est intéressé au projet d'énergie et on a construit sur des modèles entre les deux. On a la dimension projet et promoteur. Où on a une expérience. Ça reste des modèles plus qualitatifs et plus d'aide à la décision qui diffèrent. On a sur les dizaines ou quinzaines de projets traités ces dernières années, on va aller avoir des genres de questionnaires de canevas. Alors, sur le sujet de est-ce qu'on doit tenir compte de la variation de chiffre d'affaires alors que lorsque du Covid, il y a eu une chute importante je dirais, de l'ordre de 16% des entreprises. Écoutez, j'ai largement consulté mes confrères à l'international sur le sujet et on m'a expliqué que la pire des choses, c'est de changer de métrique, de méthodologie en période de crise. C'est comme vous avez l'hôpital plein et vous allez changer le thermomètre. Hein, donc, on a gardé la même métrique. Quand il y a une chute d'affaires, ça pénalisait. Et quand cette année, ça a augmenté important, on a maintenu. Et comme ça, on sauvegarde les historiques parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une base fiable qui reflète la réalité. Donc, on a pris le plus et le moins dans les deux cas, que ce soit en période Covid ou que ce soit après. Alors, après le rafraîchissement de la note, oui, la note est rafraîchie annuellement cette année avec la mobilité générale du réseau et des chargés d'affaires. Et bien sûr, aujourd'hui, la notation, ce n'est pas un luxe, ça devient un élément sur le chemin critique parce que l'approche IFRS 9, il est binaire, où on s'aligne totalement à ces approches de notation pour calculer les provisions ou pas. Donc, on a noté notre portefeuille à pratiquement 100% cette année de PME et de GE. Donc, la notation a été rafraîchie en ligne. Dans certains cas où il y a d'incidents importants de redressement judiciaire ou de liquidation ou d'un problème fiscal important, on peut, au courant de l'année, on ne va pas regarder un A ou un B alors qu'on a l'information, on peut se réunir, soumettre au comité le downgrade de la note au cours de l'exercice. Création de valeur, là vous évoquez le sujet de conduite de changement le plus important parce que il y a eu beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de formations au sein de la banque et d'échanges. D'abord sous une impulsion managérielle qui a modéré tout ça pour arriver aujourd'hui à une situation assez intéressante où on a des points de vue proches. Ça se matérialise très clairement au début, il y a beaucoup de divergences sur les notations. Et proche à proche, on a capitalisé également sur les experts métiers, on a régulé certaines variables, on a fait les fine-tuning nécessaires. Et aujourd'hui, on peut parler d'une convergence satisfaisante, que ce soit pour la maîtrise de risque, pour sauvegarder les fondamentaux et en l'occurrence le coût du risque, et pour bien sûr sauvegarder l'intérêt commercial du business qui reste après tout le centre de préoccupation et donc c'est pourquoi on s'est intégré également dans une démarche d'appui commercial à travers les campagnes de pré-scoring, des campagnes d'appétence pour avoir le même point de vue que le réseau, le tout pour servir au mieux notre clientèle.
Est-ce que j'ai oublié une question, Kamal? Tu es sous mute, Kamal. Il y a deux questions qui sont tombées à l'île du moment que tu parlais. C'était les critères de notation sont basés principalement sur les données historiques N-1. Ne risque-t-on pas de pénaliser une entreprise qui présente un fort potentiel, par exemple la tech? Deuxième question, dernière question, est-ce que la notation est un élément engageant pour la banque? C'est-à-dire la banque est obligée de financer une entreprise ayant obtenu une bonne notation. Voilà, c'était à dire. Alors, Réponse. la communication de la note est un sujet universel, hein. Malgré tout, la notation, par construction, par aisance, il revêt un caractère confidentiel. Et en France, le sujet, par exemple, a été discuté dans des hautes instances de gouvernance en 2009. Hein, en 2009, et quand on voit le PV, la communication de la note, oui, c'est possible, mais sans déterminant, je viens de confirmer avec Madame Bonal, les déterminants de la note, le détail n'est pas fourni, n'est pas délivré. Au Maroc, dans un point de conduite de changement et de rapprochement, souci d'amélioration de la relation banque-entreprise, la note peut être communiquée. Une discussion verbale avec le chargé d'affaires sur les leviers d'amélioration peut être engagée. Troisième élément clé, aujourd'hui, relativement à des environnements, on a des systèmes de notation, des systèmes de notation plus matures, je dirais comme ça, parce qu'il y a 30 ans, 40 ans d'historique. Nous, on est une situation intermédiaire et la note demeure, il devient de plus en plus prise en considération, mais il demeure un élément du puzzle des dispositifs de prise de décision. Donc, l'analyse, il y a toujours ce qu'on appelle la note de crédit chez nous. Il y a plusieurs chapitres, à minima 5, l'environnement, le cycle d'exploitation, les bilans des 3 dernières années, 4 dernières années, le secteur, la note sectorielle, et vient dans ce rapport, un chapitre sur la notation. Donc, c'est un élément d'aide à la décision. Aujourd'hui, comme n'importe quelle banque internationale, la banque, elle est souveraine de sa politique de crédit. Une note, quelle que soit sa nature, ne donne pas, ça n'engage que moi sur ce point-là, ne donne pas un accès direct au financement. Merci beaucoup, je ne sais pas, Madame Bonal, ce que vous en pensez. Mais sur la dernière question… Je rejoins tout à fait. La notation n'est qu'un élément de prise à la décision, que ce soit une notation externe ou une notation interne, mais la banque reste souveraine de sa décision et il y a plein d'autres éléments qui peuvent être pris en compte et qui viennent opérer dans la décision d'octroi, et le seul élément d'une note excellente ne justifie pas un octroi de prêt. Ça le facilite, mais c'est pas automatique. Justement, Kamal, si tu permets, Kamal, je tiens à répondre à toutes les questions par respect à l'assistant. Il y avait la question de l'entreprise qui a connu une année difficile N-1 et qui va se trouver pénalisée par la note. Par la note, exemple la tech ou là quelque chose, et finalement sa note peut être revue à la baisse alors qu'elle augure d'un potentiel certain. Alors c'est un sujet qui est lié à celui d'autres juste avant. D'abord, la notation ne se base pas, dans sa construction, se base sur un historique de 10 ans. Donc, on peut faire un peu confiance d'un terme de vue statistique. Alors, maintenant, c'est la communication, c'est l'argumentation entre le chargé d'affaires, premier niveau, client chargé d'affaires, qui va aller défendre son beefsteak pour maintenir sa note, parce que c'est un démontré que c'est une année exceptionnelle, c'est le premier élément, parce que la porte du forçage, il est ouverte et il n'y a personne au sein de notre banque qui s'enferme dans son bureau, il prend les bilans de l'entreprise, il va aller noter une entreprise à son, je dirais, le terme m'échappe, à sa guise. Hein. Non, c'est toujours un comité collégial qui va statuer in fine sur le… Et si une année exceptionnelle, il y a les arguments à côté, il y a les bons de commande, il y a le business plan qui est sur la table, tout ça, ben le comité, je pense, il peut être sensible à ces arguments pour forçage de la note. Et pour vous dire,
pour faciliter l'insertion du rating, on a épousé les contraintes locales et on est parti au début, lors de la mise en place, des taux de forçage de 30%. On est passé à 25, à 20, à 10 et aujourd'hui, on est un peu moins que 10. Donc, on a fait la démarche progressive justement pour en tenir compte des particularités et injecter de la matière. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a une phase incompressible d'apprentissage. On voit que le système dit intelligent et qui se veut le plus, qui fait le plus l'actualité dans ce moment de ChatGPT, on voit le nombre de critiques qu'on lui a adressées, alors que derrière, il y a des et on met en perspective une nouvelle version qui va apprendre davantage et qui va être... Donc, c'est une question de temps. C'est un enfant, OK, on apprend à marcher, il commence à marcher, il va courir. Donc, cette progressivité n'a pas peur de vue. Mais on peut dire aujourd'hui, on a des outils éprouvés sur plusieurs exercices. Et quand on arrive à la convergence avec les métiers et les gestionnaires de risque, c'est un point rassurant. Voilà. Merci beaucoup, si Adil. Emmanuel nous a quittés parce qu'elle avait un empêchement, un rendez-vous. Adil, deux questions, puis je te laisse conclure. Une question sur les demandeurs primo-crédit. Je suis une entreprise, je démarre, j'ai un bilan qui est léger et commence à peine à prendre forme. Comment la banque finalement s'adapte à ma demande si je demande un crédit, donc primo, ou alors une toute petite entreprise, qu'elle rentre dans le scoring? Et une dernière question, quels sont les futurs chantiers de la place et notamment ceux de Tijari sur la notation? Et je te laisse aussi le soin de conclure. Merci Zdehadi. Merci Kamal. Merci encore à l'assistant pour ces questions très pertinentes. Alors, sur le sujet des jeunes promoteurs ou créateurs, on est en plein chantier avec accompagnement d'un cabinet international pour s'intéresser aux créations. Aux créations, c'est-à-dire from scratch, comme entreprise ex nihilo, quand il n'existe pas. Donc là, on est en train de repérer la data, place, et pour réfléchir sur le scoring. Donc, généralement, ce qui apparaît, c'est le profil de l'entrepreneur, parce que dans phase création, le profil de l'entreprise se confond avec le profil de l'entreprise. Donc, on tient compte beaucoup de niveau de formation du dirigeant, l'expérience dans le secteur. Après, on a le secteur, parce que le secteur, que ce soit une création ou une entreprise qui existe, c'est toujours la même chose. On va s'intéresser aussi beaucoup aux caractéristiques du projet lui-même, le business plan, les prévisions, l'aspect réel et l'aspect réaliste des hypothèses du business plan. On va s'intéresser à l'adéquation de l'offre au marché, on va s'intéresser à ce qu'on position monopole ou oligopole, etc. Le degré d'innovation pour les startups est très important. Donc voilà, autant de facteurs. On peut s'intéresser également aux données de crédit bureau sur des entreprises similaires. Aussi, comme on a des outils de notation appliqués à des entreprises qui ont 2 à 5 ans d'expérience, on peut dériver le profil du jeune créateur, de la création à partir de ce profil. Donc, c'est un sujet au centre de préoccupation. On est plein de temps, on est accompagné par un cabinet expert en la matière et on avance à grands pas, espérant une livraison au courant de l'année pour les modèles de création ou de start-up. Sur les chantiers d'avenir, je dirais le changement est déjà là avec l'IFRS 9. On est dans le changement. On va poursuivre de plus en plus un usage plus intensif de la notation. Et deuxième, pour les risques, mais aussi pour l'appui commercial. Deuxième élément, c'est tirer profit des nouvelles techniques d'intelligence artificielle, de parfaire et d'amener les clients, que ce soit au Maroc ou en Afrique, puisqu'on est installé dans 20 pays, et la notation des principales filiales également dans le périmètre de ces chantiers, et d'avoir toujours des bases de données qualité. Parce que c'est la base de tout. Aujourd'hui,
comme disent certaines banques à l'international, ça devient un slogan, garbage in, garbage out. Si vous mettez de la non-qualité en entrée, vous aurez de la non-qualité en sortie des systèmes. Donc ça, c'est le point important. Pour passer à un autre palier, pour passer de manière sereine à plus d'automatisation, pour passer à faire plus confiance à la machine, il faut que la data qui sert à le modèle, et aussi il faut les perfectionner en utilisant des algorithmes de machine learning plus avancés et les challenger les modèles classiques de régression logistique, c'est quelque chose qui est en voie. Dernier point d'attention, je pense que c'est une actualité de l'année, c'est ne pas rester en retrait par rapport à la nouvelle circulaire européenne sur les ESG. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération de manière ou d'une autre, hein, commencer à intégrer des facteurs. On l'a fait pour pour certains projets structurants. On tient compte des facteurs liés à l'environnement. Et d'ailleurs, on a été labellisé à ce titre il y a 2 ans, 3 ans, par un organisme international. Mais là, on peut en tenir compte de ces facteurs d'ESG de plus en plus. Il y a une entité spécifique qui réfléchit, on parle avec nous sur ces sujets de RSE et des directives sur tout ce qui est environnement, social et gouvernance pour en tenir compte dans nos dispositifs. Qui sont indissociables des activités de l'entreprise. Tu as raison. C'est Adil, un mot pour conclure. Voilà, merci. Un mot pour conclure, Adil. Écoutez, moi, le mot pour conclure, c'est qu'il faut sortir de cette dissymétrie d'informations entre la banque et le client, échanger plus, se rapprocher plus de la clientèle, demander de l'information. La banque aussi cherche à développer son business, le voir percevoir comme un partenaire et garder en tête que la banque, à la fois, il fait du business, mais aussi, il cherche à sauvegarder la qualité de ses actifs et, en l'occurrence, le coût du risque, un indicateur clé, le coût du risque et le taux de contentionnalité qui est jusque-là assez maîtrisé puisqu'on est à moins de la barre de 7%, alors que la place, il est un taux de compensabilité au-delà de 8,7 plus exactement, 8,8. Voilà, et je souhaite bon courage à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à Saadil, merci à Emmanuel qui malheureusement a été obligé de nous quitter parce qu'il avait un engagement. Merci à vous de nous avoir suivis, au Tijari Wafa Bank, au marché des entreprises, à Orange et à BPI France du soutien et de la logistique pour rendre possible cet événement. Merci beaucoup et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Adil. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.